Bonjour à tous, la chronique du jour est consacrée à Augustin Daniel Béliard, un fidèle de l'empereur Napoléon Ier. Oh! Oui. On t'a dit tire-toi! Eh, ça va papa? Tu peux me laisser un peu de temps, non hein? Et moi aussi je peux m'énerver, hein? Moi aussi je peux gueuler, papa! Hein? Je peux m'affirmer, moi aussi, non? Non mais alors? Merde alors! Bon, qui est cet Augustin Daniel Béliard? Bah oui, qui est cet homme et quel lien a-t-il avec la Vendée? Non, je sais, quand on évoque Richelieu, à qui je vais bientôt consacrer une chronique d'ailleurs, on comprend tout de suite. En tant qu'évêque de Luçon, la Vendée a été pour lui un tremplin dans sa carrière jusqu'au plus haut sommet de l'État. En revanche, quand je dis Béliard, là, c'est le grand vide, il faut le dire. Pourtant, né en terre vendéenne, son destin national est des plus singuliers et méritoires. Voilà pourquoi cette chronique, aujourd'hui, consacrée à Augustin Daniel Béliard, que je me dois de mettre en lumière. Notre homme est donc né à Fontenay-le-Comte, en 1769. Il est le fils d'Augustin Béliard. À l'époque, on ne se fatigue pas trop au niveau prénom. Ce père est procureur du roi de cette même ville. Sa mère est Angélique Robert Morinière, dont la famille est établie à Fontenay-le-Comte depuis la fin du XVIIe siècle. Fidèle de la Révolution, il représentera cette même ville à la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, qui marque le premier anniversaire de la prise de la Bastille et signe l'inclination du roi Louis XVI devant la nation et la loi. Après avoir intégré la garde nationale en 1791, il deviendra capitaine du 1er bataillon de volontaires de la Vendée. Il servira sous les ordres du général Dumouriez et s'illustrera à de nombreuses batailles, telles que Valmy par exemple, face aux armées des pays s'opposant à la Révolution, principalement la Prusse et le Saint-Empire, l'Autriche, pour faire simple. Ce qui le conduit à intégrer en 1796 l'armée d'Italie, dirigée par un certain Napoléon Bonaparte, alors général, dont la légende n'est pas encore faite. Il lui sauvera la vie à Arcole, pas sur le pont, non. Bah oui, bien sûr, vous avez cette image d'un Bonaparte à la tête de son armée qui franchit le pont d'Arcole pour faire face aux Autrichiens. Bon, dans la réalité, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Bah pourquoi? Tout simplement parce que le pont n'a jamais été franchi. Et oui, le futur empereur est tombé dans un marécage. Béliard donne ainsi l'ordre à ses hommes de l'en sortir et en remerciement, il est nommé général de brigade. Ça vaut le coup quand même, hein. Au tournant des 18e et 19e siècles, il suivra Bonaparte en Égypte. Et là encore, il bataillera honorablement et deviendra en conséquence général de division. De retour en France, il est nommé en 1801 commandant militaire de Bruxelles. Il participera ensuite aux campagnes militaires d'Allemagne, de Prusse et d'Espagne, aux côtés de Murat, qui est alors maréchal d'Empire. Il s'est notamment illustré en 1805 à la bataille d'Austerlitz, grande victoire napoléonienne face aux troupes austro-russes. Raison pour laquelle il sera sur le champ de bataille proclamé brave parmi les braves et nommé grand officier de la Légion d'honneur. Il multipliera titres et fonctions, gouverneur de Madrid, conseiller intime du roi Joseph, qui est alors le frère aîné de l'empereur devenu roi d'Espagne, et comte d'Empire, ce qui est plutôt paradoxal pour un ancien républicain, faut le dire. C'est au début des années 1810 qu'il développera une ferme sur le domaine de Pahus, dont il est le propriétaire, qui se situe à Longève, près de Fontenay-le-Comte. Il développera, entre autres, un haras. Il participe ensuite à la campagne de Russie, où il est gravement blessé au mollet. À la campagne d'Allemagne, puis celle de France, qui signe la première fin de l'Empire. Fidèle parmi les fidèles, il sera d'ailleurs aux côtés de Napoléon à Fontenay-de-Blot, lorsque celui-ci fera ses adieux avant son départ pour l'île d'Elbe. Il est ensuite intégré à l'armée royale, Louis XVIII étant devenu roi, fait chevalier de l'ordre de Saint-Louis et pair de France. On dirait aujourd'hui sénateur. Mais il suivra à nouveau l'empereur durant les 100 jours, ce qui lui vaudra d'être un temps emprisonné, puis mis à l'écart avant d'être rappelé à la Chambre des Pairs en 1819. Au début de la monarchie de Juillet, il prendra part au gouvernement en tant que ministre plénipotentiaire à Bruxelles et ambassadeur de France. Il sera à ce titre l'un des artisans de l'indépendance de la Belgique. Sa mission accomplie, il est aussitôt nommé à l'ambassade de Madrid, mais mourra en janvier 1832 avant de pouvoir rejoindre l'Espagne. Vous voyez, c'est un parcours de Vendéen quelque peu oublié, qui méritait d'être remis en lumière. Sa mémoire est aujourd'hui honorée, que ce soit à Bruxelles, où une statue le représentant en pied est édifiée, ou une rue porte son nom également. Mais aussi à Paris. Son nom est gravé sur l'Arc de Triomphe. Et enfin à Fontenay, où un buste est érigé, place Béliard. La prochaine chronique sera consacrée aux femmes et aux enfants vendéens, durant la Première Guerre mondiale. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.